Le 27 mai, une frappe israélienne faisait plus de 40 morts, dont plus de 20 femmes, enfants et vieillards, dans un camp de réfugiés à Rafah, toutes brûlées vifs. C'est évidemment un crime de guerre au regard du statut de Rome, au regard des conventions de Genève, et c'est pour cette raison que l'administration Netanyahou tente de déclarer que c'était un malentendu, un regrettable accident. Mais les morts sont les morts. C'est vrai que ça devient tout à fait à la mode de dire qu'il y a deux types de morts. Il y a le mort délibéré, puis il y a le mort collatéral. Et le mort collatéral n'a pas le même poids que le mort délibéré, parce que shit happens, et que de temps à autre, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un discours qui est devenu de plus en plus à la mode depuis l'invasion de l'Irak et celle de l'Afghanistan en 2001. Et malheureusement, il est encore plus prégnant aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de regarder la façon dont les médias ont traité ce massacre, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, c'est le massacre de Rafah. Et surtout, d'avoir une approche malgré tout qui serait celle de Johan Galtung, l'approche du journalisme de paix. Quand on regarde la façon dont certains médias ont couvert les événements, on peut dégager des voies vers la paix, même si ça semble extrêmement difficile et technique. Mais en particulier, je voudrais insister sur un concept qui est celui de brouillard de guerre, mais en particulier de brouillard de guerre politique. Le brouillard de guerre, Clausewitz, c'est la notion de ce que l'on ne sait pas ce que va faire l'adversaire, ou ce qu'il pense, quelles sont ses intentions, quelles sont ses motivations. De nos jours, notamment en Ukraine, on voit que c'est quasiment impossible de dissimuler les mouvements de troupes, d'où les tentatives de retraite feinte utilisées par les Russes, etc. Mais d'une façon générale, on sait rapidement tout sur les champs de bataille modernes. Alors qu'en matière politique, on ne sait pas tout. On ne sait pas quelles sont les intentions des différentes parties. Et les parties elles-mêmes, à l'échelle de leur nation, la population ne sait pas forcément quelles sont les intentions réelles de son gouvernement. Et dans le cas israélien, c'est particulièrement vrai. Alors je veux ouvrir cette vidéo sur la notion de brouillard de guerre politique. Qui ignore quoi ? Qu'est-ce qu'on ignore ? Comment des gens peuvent croire qu'ils savent tout des intentions de leur propre pays ou des intérêts de leur propre pays, et en réalité, quand on regarde, ignorer des choses absolument énormes. Et bien, toute cette vidéo, je vais la placer sous cette notion de brouillard de guerre politique. Alors, ABC News, qu'on ne peut pas vraiment accuser d'être dans le camp pro-palestinien, a bien sûr rapporté le massacre de Rafah, ainsi que le Guardian, qui titre donc une frappe aérienne mortelle sur un camp de réfugiés à Rafah laisse les groupes humanitaires horrifiés, terrifiés, horrifiés. Et oui, parce qu'on a donc des réfugiés qui ont été brûlés vifs dans un camp qui avait été garanti comme sûr par l'administration Netanyahou, d'où l'importance maintenant de déclarer que c'était un regrettable accident. Cependant, la situation intérieure en Israël est extrêmement complexe et tendue. À l'heure où j'enregistre, Benny Gantz, qui est le réel opposant principal à Netanyahou, vient de demander une dissolution de la Knesset, donc la convocation d'élections générales. Et oui, il faut comprendre que la politique israélienne, elle est piratable, elle est entièrement confiscable par le narratif « je vous protège ». Et qu'en fait, depuis à peu près 91, le président, enfin le ou la candidate, mais le candidat maintenant, parce que les années Golda Meir sont loin derrière, qui pourra vendre le concept « je vous protège d'une extermination imminente », pourra faire ce qu'il veut en Israël, absolument ce qu'il veut. Y compris, enfin on le voit bien, les tentatives de réforme constitutionnelle que Netanyahou a voulu faire passer et qui ont été déclarées par beaucoup comme un coup d'État, un début de dictature. Donc cette narration rend la politique israélienne complètement confiscable. Et cette narration est en train de prendre fin, puisque c'est cette narration qui faisait qu'il était impossible de convoquer des élections générales, de dissoudre la Knesset après le 7 octobre, du point de vue de la politique intérieure israélienne. Et bien même ce tabou vient de sauter. Bien entendu, on voit que Netanyahou essaie toujours de brandir ça, essaie toujours de brandir une supposée union nationale face à une menace d'extermination qui est, il faut le rappeler, inexistante. Le Hamas n'a aucunement les moyens de menacer existentiellement Israël, de près ou de loin. Très souvent, il avait été évoqué ça. Non, on n'est pas en 67, on n'est pas dans des périodes où on a des États-nations qui attaquent Israël et qui pourraient l'occuper entièrement. Le Hamas n'a pas du tout les moyens de constituer une menace existentielle contre Israël. Et ça, bien sûr, des militaires israéliens le savent. Donc, utiliser, sachant même que
au cœur des guerres qui ont été les plus dangereuses pour Israël, eh bien, il y a eu des commissions pour critiquer le pouvoir en place, typiquement Golda Meir, qui n'a pas résisté à une de ces commissions. Eh bien là, l'argument de dire « je vous protège, donc je fais ce que je veux », il ne tient plus, et même si Netanyahou le brandit devant Gantz, eh bien on voit politiquement qu'il ne tient plus. Je précise de façon très importante que là, on entre dans la Twilight Zone, parce que tout ce que je vais vous dire là, vous ne le verrez pas dans les médias d'extrême occident. Absolument pas. Vous ne les verrez pas en France, vous ne le verrez pas aux États-Unis, vous ne le verrez pas au Royaume-Uni, vous ne le verrez pas en Allemagne. Là, on parle de ce que dit la presse israélienne. Et vous allez voir que c'est quelque chose de profondément différent. C'est-à-dire qu'il y a des choses que la presse israélienne déclare frontalement que vous ne verrez jamais dans la presse extrême occidentale. Absolument jamais. Et donc pour commencer, là, le fait que la narration « je vous protège d'une extermination imminente, donc je peux faire ce que je veux, parce que Union nationale et parce que vous êtes un traître si vous vous opposez à moi », cette narration est en train de tomber, et le chef de ce coup de boutoir contre cette narration, c'est Benny Gantz, qui est donc du centre, centre-gauche, centre. Donc ça, c'est le Jérusalem Post qui le rapporte, c'est normal, le Jérusalem Post est de l'affiliation politique, enfin, est dans la ligne politique de Benny Gantz. Alors ensuite, bien sûr, on a Haaretz qui, pour le coup, est à gauche, qui mène une charge contre Netanyahou depuis le 7 octobre, et même avant, mais encore plus violente depuis le 7 octobre, qui rappelle qu'il y a des manifestations à Tel Aviv qui demandent l'arrêt de la guerre, et dans lesquelles, donc, Netanyahou est accusé de bloquer la libération des otages. Là aussi, on peut faire une comparaison assez cruelle entre la représentation, en particulier dans les médias français, ou dans les médias français, combien de fois j'ai entendu des éditorialistes dire « il faut être deux pour faire la paix ». Là, on a Haaretz qui dit « non, Netanyahou bloque la libération des otages ». Et Haaretz nous dit clairement aussi, Netanyahou prétend que le massacre de Rafah était un tragique accident, ou un tragique incident, mishap en anglais. Donc vous voyez là aussi, ce que dit la presse israélienne versus ce que dit la presse française, c'est complètement opposé. Alors, en effet, là je voudrais reprendre des déclarations de Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale, qui a fait une déclaration historique très importante. Il a dit « Le Royaume-Uni n'a pas bombardé l'Irak ». Blitz, précisément, il a utilisé le terme Blitz. Blitz, c'est donc la bataille d'Angleterre, c'est-à-dire les bombardements indiscriminés sur les civils. Donc, Karim Khan dit « Le Royaume-Uni n'a pas bombardé de façon indiscriminée l'Irak, alors que l'IRA a été reconnu comme organisation terroriste par le Royaume-Uni, pas par la France au passage. C'est seulement le Real IRA qui sera reconnu en 97 et c'est pas l'IRA. L'IRA va signer les accords du Good Friday, pas le Real IRA. Mais la France ne reconnaissait pas l'IRA comme organisation terroriste. Cependant, on aurait pu tout à fait logiquement déclarer que l'IRA était aussi une organisation terroriste bien qu'indépendantiste, dans le sens où elle avait tué des enfants. Et pas n'importe quels enfants, les petits-enfants de Lord Mountbatten, qui est le père psychologique de l'actuel roi d'Angleterre. Donc c'était sérieux ce que faisait l'IRA, et les attentats que l'IRA avait fait contre l'Angleterre étaient extrêmement sérieux. Il était bien dit dans la presse, et encore aujourd'hui par les historiens, que les soldats de l'IRA étaient devenus des spécialistes pour tuer, je cite, les soldats britanniques. Donc c'était très très sérieux. Et l'IRA a été reconnu comme terroriste par les États-Unis et par le Royaume-Uni. Eh bien, Karim Khan reconnaît que le Royaume-Uni n'a pas bombardé l'Irlande de façon indiscriminée. Parce que ça aurait été stupide. C'est bien ça qu'il faut comprendre, parce que ça aurait été complètement stupide. On n'éradique pas l'IRA de façon militaire, surtout que l'IRA était à Boston, dans la diaspora irlandaise, avec la mafia irlandaise là-bas, entre autres. On ne pouvait pas éradiquer l'IRA par voie militaire. Beaucoup d'analystes militaires israéliens le savent. À la télé française, je n'entends jamais ce discours. J'ai entendu plutôt des arguments de type « Ah bah le bombardement de Dresde par les Alliés contre la machine de guerre nazie, même si c'était des civils, même si c'était plus de morts que Hiroshima, eh ben c'était des dommages collatéraux, c'est bien triste ma bonne dame, mais c'est comme ça ». Non, complètement incomparable, ce genre d'argument est complètement fallacieux. Soyons très clairs. D'une part, le Hamas ne peut absolument pas menacer existentiellement Israël, alors que la machine de guerre nazie pouvait menacer existentiellement l'Europe entière, donc des choses qui ne sont complètement pas comparables. Et ensuite, le Hamas est un parti politique comme l'IRA. Et on n'éradique pas une guérilla politique par une guerre totale. Absolument pas.
En aucun cas. Et d'ailleurs, le Royaume-Uni s'était bien rendu compte de ce qu'il ne pourrait pas éradiquer l'IRA par une voie militaire, que seule la méthode politique pouvait éradiquer l'IRA. En effet, eh bien là, Karim Khan a rappelé ça, et il a eu tout à fait raison, parce qu'on entend encore en Extrême-Occident des conneries, je ne peux pas dire les choses autrement, des conneries qui disent on va éradiquer le Hamas, et la guerre ne s'arrêtera que quand on aura éradiqué le Hamas. C'est faux. Vous avez deux types de personnes qui vont vous dire ça. Celles qui n'ont pas compris la situation, et je les excuse, elles n'ont pas compris, elles croient vraiment, parce qu'on leur a bourré le crâne, que le Hamas peut être éradiqué militairement, et donc comme elles le croient, elles déclarent ce qu'elles croient. Et ensuite, vous avez les autres personnes auxquelles on ne peut pas pardonner politiquement, qui elles savent très bien, très bien, que le Hamas ne peut pas être éradiqué politiquement, mais qui s'en servent comme prétexte. Et ça, bien entendu, c'est la ligne du Likoud aujourd'hui. Pas de tout Israël, mais du Likoud très clairement. Donc c'était très important que Karim Khan rappela le fait que l'IRA n'a pas pu être exterminée militairement, mais uniquement politiquement en étant transcendée, et que c'est bien entendu la même chose pour le Hamas. Maintenant, on va revenir sur le fait que la presse israélienne accuse, preuve à l'appui, Netanyahou d'avoir favorisé le Hamas spécifiquement pour empêcher toute solution politique. Spécifiquement parce qu'il savait qu'il n'y aurait pas de solution politique tant que le Hamas serait là, et qu'il voulait pouvoir à la fois réduire le pouvoir du Fatah, mais aussi créer une situation telle que la solution à deux États serait impossible. Et en ayant le Hamas comme interlocuteur, il créait cette situation idéale, puisque c'est la priorité numéro 1 du Likoud que d'empêcher et d'enterrer définitivement la solution à deux États. Alors, quand on a accusé aussi Karim Khan d'avoir été anti-israélien, c'était complètement bidon, puisque je rappelle qu'il demande des mandats d'arrêt contre les 3 plus hauts gradés du Hamas, pour des chefs d'accusation très graves, dont l'extermination. Il reconnaît que quand le Hamas, selon lui, est sorti, en tout cas c'est ce qu'il va plaider, c'est ce qu'il va requérir, puisqu'il est procureur, il fait un réquisitoire, eh bien, Karim Khan est prêt à requérir contre le Hamas que quand le Hamas est sorti de Gaza le 7 octobre, il voulait tuer n'importe quel juif de façon indiscriminée et dans des buts d'extermination. Eh bien ça, Karim Khan l'a retenu. Donc il est complètement faux de dire qu'il est anti-israélien ou anti-juif d'une façon générale. Pourtant, ça a été dit. Ensuite, il s'est rendu, et là vous voyez une image où Khan rencontre les familles des otages, il s'est rendu et a rencontré les familles des otages, il s'est rendu aussi en Israël sur des scènes de crime post-7 octobre, et il est notamment assisté de Amal Clooney, qui a pris le patronyme de George Clooney, même si c'est vrai qu'en termes de brillance, on pourrait plutôt dire maintenant que c'est Amal Clooney qui est le mari, que c'est George Clooney qui est le mari de Amal Clooney. Mais Amal Clooney, en tout cas, on ne peut pas vraiment l'accuser d'être généralement anti-occidentale. Elle a souvent pris des positions qui étaient alignées avec celles du Council on Foreign Relations aux États-Unis. Ce n'est pas une critique, mais c'est une observation de ses éventuels biais politiques. Donc, dire que Karim Khan est anti-israélien, c'est complètement faux. Et au contraire, il a tout fait pour être le plus neutre possible jusque-là. Et d'ailleurs, il ne compte pas requérir pour les mêmes crimes contre le Hamas et contre Netanyahou et Gantz. Et pas Gantz, pardon, énorme lapsus, et Gallant. D'ailleurs, ce n'est pas contre le Likoud qu'il requiert. Oui, c'est contre Netanyahou et Gallant. Alors, cela dit, on est dans un contexte où il a été démontré maintenant, et c'est le Guardian qui le rapporte, que le chef du Mossad, Yossi Cohen, a tenté de menacer et d'intimider un procureur de la Cour pénale internationale il y a quelques années. La procureure était Fatou Bensouda, et Yossi Cohen lui a dit vous ne voudriez pas mettre votre famille dans une situation où sa sécurité serait compromise. Donc on est vraiment sur une déclaration de type Cosa Nostra. Vous êtes à Palerme, comme quand le juge Falcone est assassiné par Tottorina, la bête. Vous voudriez pas, si vous avez une jolie famille, vous avez une jolie femme, ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Là, on a Yossi Cohen qui a sorti ça en toute tranquillité à Fatou Bensouda, et c'est le Guardian qui le rappelle. Or, Yossi Cohen, c'est pas n'importe qui, c'est pas seulement le patron du Mossad. Le Mossad étant évidemment ayant un rôle politique majeur en Israël, c'est un pion du Likoud. Et il a été,
en particulier critiqué pour cela, puisque c'est Netanyahou qui l'a nommé en 2016, et donc c'est pas seulement le patron du Mossad, c'est un pion du Likoud. Ça, c'est quelque chose de très important dans la politique intérieure israélienne. Donc, voilà comment Haaretz couvre le massacre de Rafah. Un feu meurtrier a semé le désespoir et le deuil parmi les Gazaouis après la frappe sur Rafah. Les autorités de Gaza déclarent que 45 personnes, la plupart des femmes, des enfants et des vieillards ont été tués. Nos enfants, nos vieillards et nos femmes, ainsi que nos maisons, brûlent chaque jour en Palestine, dit un résident du camp. C'est Haaretz qui dit ça. Un média israélien. Est-ce que vous voyez ça dans la presse française? Est-ce que vous voyez ça dans la presse britannique? Est-ce que vous voyez ça dans la presse américaine? Bien sûr que non. Mais c'est Haaretz qui dit ça. Opinion du coup, alors là je vais quand même vous rapporter loyalement que c'est une opinion qui est émise par Gideon Lévy, qui est controversé en Israël, c'est-à-dire n'importe qui est peut-être controversé aujourd'hui, mais Gideon Lévy, je crois précisément qu'il a été persona non grata pendant plusieurs mois en Israël. Cependant, voilà l'opinion éditoriale qu'il donne dans Haaretz. Obéir à l'injonction de la Cour pénale internationale est la dernière opportunité d'Israël de s'empêcher de devenir un État paria. Et ça, c'est l'opinion qu'il déclare le 26 mai. Donc, je répète, obéir à l'injonction de la Cour pénale internationale est la dernière opportunité qu'il reste à Israël avant de devenir un État paria, sous-entendu comme l'Afrique du Sud. Ça, c'est quand même un point exceptionnel aussi. Vous ne verrez pas ce genre d'opinion dans la presse française, en particulier dans Libération, qui a comme directeur éditorial Dov Alfon, qui n'est pas du tout un idiot, et qui est un ancien d'Haaretz, qui est l'ancien patron d'Haaretz. Eh bien, jamais Dov Alfon, dans Libération, va reprendre cette déclaration de Gideon Lévy, vous l'imaginez bien. Pourquoi ? Parce que Israël est coincé dans la dialectique intérieure-extérieure. Israël est un des rares pays où vous avez pratiquement autant d'électeurs, hein, si vous parlez de juifs, bien sûr, c'est autant, mais si vous parlez d'électeurs, il y a pratiquement autant d'électeurs à l'extérieur d'Israël qu'à l'intérieur d'Israël. Et on le sait, en sociologie, c'est très connu, à l'extérieur, vous avez ce complexe d'infériorité, surtout quand il y a des événements graves, et ce complexe d'infériorité, c'est de se dire « je n'étais pas là, je ne participe pas, en l'occurrence, à ce qui est présenté comme un effort de guerre généralisé, donc je dois surenchérir ». Ce qui fait que quelqu'un qui est issu de la gauche israélienne, qui a une opinion qui a été le directeur éditorial de Haaretz, quand vous le mettez en France, n'aura pas du tout les mêmes prises de parole publiques. Pas du tout, ni les mêmes directions éditoriales. En aucun cas. Et ça, c'est quelque chose qui a un impact majeur sur la situation en Israël, parce que ça vous amène une situation de blocage, en fait. Ça vous amène à une situation où vous entendez des paroles complètement extrêmes à l'extérieur. Vous entendez des paroles qui mèneront dans l'impasse, qui vont complètement acculer Israël à être ce que Gideon Lévy appelle un État paria, et les électeurs, les citoyens israéliens de l'extérieur ne s'en rendent absolument pas compte. Ils pensent être patriotes et solidaires et unifiés, mais ils ne se rendent absolument pas compte qu'en fait, ils sont en train de créer une situation qui est catastrophique pour leur État. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, selon Gideon Lévy, il sera absolument trop tard. Il y a donc véritablement un jusqu'au-boutisme de l'extérieur qui crée une situation suicidaire. Et là, Israël, selon Gideon Lévy, est en train de se suicider. Alors, et c'est pas moi seulement qui le dis, c'est l'ancien général, l'ancien membre de la communauté du renseignement israélienne, Yoram Schweitzer, qui dit par exemple: la déclaration de guerre complète et la rhétorique de Netanyahou est stupide. Je cite: « Aucune armée dans le monde ne peut battre une guérilla comme le Hamas militairement. » Ça, c'est Yoram Schweitzer qui le dit. Et donc, il insiste dans un article sur le fait que c'est un piège politique et que Netanyahou est tombé à 2 pieds dedans et que, à cause de cette dialectique intérieure-extérieure, eh bien, la plupart des citoyens israéliens de l'extérieur encourage la tombée absolue dans ce piège et que c'est une connerie du point de vue même des intérêts nationaux israéliens, puisque Yoram Schweitzer, jusqu'à preuve du contraire, est un Israélien qui s'intéresse à ses intérêts nationaux. Eh bien, lui dit clairement, la rhétorique de Netanyahou est stupide, et il enchaîne dans une interview en disant 7 mois dans la deuxième guerre de Gaza,
Est-ce qu'Israël a atteint ses objectifs? Ça, c'est la question qui lui est posée. Et sa réponse, c'est non, bien sûr que non. Tous les objectifs ont échoué. Et c'est un échec systémique, c'est-à-dire et systématique. Point par point, chacun des objectifs a échoué. Alors, Haaretz va plus loin, et ça aussi vous ne le verrez pas dans Libération. Je cite le chapeau de cet article d'Adam Raz, daté du 20 octobre 2023. Donc le 20 octobre, notez bien, c'est-à-dire très peu de temps après les attentats du 7. Pendant 14 ans, la politique de Netanyahou a été de maintenir le Hamas au pouvoir. C'est Adam Raz qui écrit ça. Le pogrom du 7 a aidé le Premier ministre israélien à préserver son pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui pourrait écrire ça en France. Réponse, personne. Et bien ça, c'est Adam Raz qui l'écrit dans Haaretz. Pendant 14 ans, la politique de Netanyahou a été de maintenir le Hamas au pouvoir. Donc quand vous entendez sur des télévisions françaises des gens qui vous disent qu'il faut être deux pour faire la paix, répondez-leur, Adam Raz, 20 octobre 2023, pendant 14 ans, pas un, pas deux, 14 ans, la politique de Netanyahou a été de maintenir le Hamas au pouvoir. Et le Times of Israel, dont j'insiste, lui, il est du centre, il n'est pas de gauche comme Haaretz. Pendant des années, Netanyahou a fait monter le Hamas et ça nous a explosé en plein visage. 8 octobre 2023, 8 octobre 2023, le lendemain des attentats du 7, vous avez le Times of Israel qui déclare ça. Et ça, c'est Tal Schneider qui vous dit clairement, je répète le titre, pendant des années, Netanyahou a fait monter le Hamas. Maintenant, ça nous a explosé en plein visage. La première politique, la politique du Premier ministre de traiter le groupe terroriste, évidemment, c'est le Times of Israel, le groupe terroriste comme un partenaire aux dépens de Abbas et de l'État palestinien, a résulté en une blessure dont nous mettrons des années à nous guérir. Tal Schneider, Times of Israel. C'est fascinant de regarder, je vous encourage à le faire parce qu'elle écrit en anglais aussi, la presse israélienne. C'est fascinant de regarder la couverture du conflit par la presse israélienne et de voir à quel point, en fait, on est les extrémistes en Extrême-Occident. À quel point, par rapport aux opinions qu'il y a même au sein d'Israël, on est la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, des extrémistes. Alors, toujours dans Haaretz, Netanyahou se vante d'avoir empêché la solution à deux États. Donc ça, c'est un article du 17 décembre 2023 par Jérémy Sharon et Toy Staff. Et ensuite, Toy Staff, le 20 février 2024, Netanyahou se vante d'avoir empêché la création d'un État palestinien pendant des décennies. Donc là aussi, quand vous entendez des gens qui vous disent « il faut être deux pour faire la paix », Netanyahou se vante d'avoir empêché la création d'un État palestinien puisque c'est la ligne absolue du Likoud. Une ligne qui était considérée comme extrémiste dans les années 70 et 80 et qui est aujourd'hui considérée comme normale parce que le Likoud a pu prendre le pouvoir entre-temps. Dans la foulée, vous avez beaucoup de fonctionnaires israéliens qui ont fuité des documents. Par exemple, les fameux Concept Papers. Donc là, vous avez un journal canadien qui vous rapporte « Devrions-nous inviter, j'aime bien, 500 000 Palestiniens au Canada ?» Ça, c'est Brian Gisbrecht qui le rapporte. Et bien, en fait, il fait référence à un concept paper qui a été fuité par des fonctionnaires israéliens qui considéraient qu'il était complètement fou et qui est donc tombé dans la presse, à savoir que oui, il existait un plan préalablement aux attentats du 7 pour envoyer par tranche de 500 000 les Gazaouis dans d'autres pays, comme le Canada ou comme le Congo. Évidemment, surtout pas dans le Sinaï, ou alors simplement une ville de tente et rien d'autre. Mais surtout pas, ensuite, faire en sorte qu'ils construisissent du dur, parce que sinon, ça aurait créé une situation comme le Hezbollah au Liban, qui est une défaite politique majeure pour le Likoud. Wikileaks a donc rapporté... et ça, c'était encore pire, en effet. Donc c'était... Alors ça, c'est 2011, hein, c'est bien avant les attentats du 7, 2011. Wikileaks... Israël a tenté de mettre l'économie gazaoui au bord de l'effondrement, notamment en matière d'eau potable et en matière d'électricité. C'est Haaretz qui le rapporte, mais en commentant une dépêche Reuters en 2011.
Et ça aussi, ça a été utilisé par la Cour de justice internationale, par la Cour de justice internationale comme preuve, comme élément dans son dossier. Alors, maintenant, on peut s'intéresser à la déclaration de Netanyahou de dire que c'était un regrettable accident. Là aussi, c'est la presse israélienne qui est la plus intéressante pour ça. En particulier ce magazine dont je vous ai déjà parlé, Plus 972 Magazine, qui est dirigé par des réservistes israéliens. Notamment, on a Yuval Abraham, qui dès le 30 novembre 2023 titrait c'est une usine à assassinat. Il commence une usine à assassinat, et il cite 2 points, à l'intérieur des bombardements israéliens à Gaza. Et il décrit dans cet article donc les méthodes de ciblage qui ont été rapportées là aussi par des réservistes ou par des militaires israéliens qui ont brisé la loi du silence et qui ont voulu rapporter ça à leurs propres médias. Et c'est lui, bien sûr, qui, le 3 avril 2024, j'en avais parlé dans l'Octogone Tech, a révélé le dossier Lavender, donc le ciblage par IA de... le ciblage par IA, de civils, de cibles civiles à Gaza. Et en particulier, il cite que c'était le brigadier général YS qui avait notamment écrit ce fameux bouquin en 2021, L'équipe homme-machine, comment créer la synergie entre l'homme et l'intelligence artificielle pour révolutionner le monde. Et que ça avait été publié sous le nom de brigadier général YS. Ce YS nous évoque la source de cet article de Murat Sofoglu que je vous ai déjà cité, à savoir Yoram Schweitzer. Ça semblerait être la même personne. Donc Yoram Schweitzer qui disait les déclarations de Netanyahou selon lesquelles on peut éradiquer le Hamas sont stupides. Eh bien, là, en l'occurrence, Plus 972 News va vous déclarer que ce YS est confirmé comme étant l'actuel commandant de l'unité 8200, à laquelle a appartenu Dov Alfon, le patron éditorial actuel de Libération. Donc vous voyez que c'est quelqu'un de l'unité 8200, donc la grande unité de cybersécurité israélienne, qui balance et qui vous donne des éléments déclarant qu'il est devenu inacceptable d'utiliser l'intelligence artificielle dans les bombardements à Gaza, notamment en décidant d'une frappe en moins de 20 secondes, en décidant de la culpabilité, donc en jugeant l'exécution de quelqu'un en moins de 20 secondes. D'où le fait d'avoir appelé ça, dans un autre article, l'usine à assassinat de masse. Donc, tout ça pour vous dire qu'en Israël, vous pouvez très certainement supposer sur cette base-là que Dov Alfon aurait été aussi une des sources de ce genre d'articles. Mais bon, quand c'est en France, on a plutôt un point de vue extrême systématiquement qui s'impose à cause de ce complexe d'infériorité, de se dire on est à l'extérieur, on doit protéger le gouvernement en place quel qu'il soit. Même s'il détruit notre pays, même s'il ravage tout, on doit le protéger. Et cette escalade de l'engagement, en fait, c'est une méthode de judo. C'est-à-dire que la meilleure façon de détruire un ennemi qui est trop fort, c'est de le laisser se détruire lui-même. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Israël. C'est-à-dire que vous avez un recrutement de ce complexe d'infériorité de l'extérieur pour détruire son propre pays. Et ça fonctionne très très bien, mais ils s'en rendent absolument pas compte. Là, vous avez donc le Christian Science Monitor, parce que pourquoi je vous parle de tout ça ? Pour attaquer la narration du Likoud selon laquelle le massacre de Rafah était une erreur. Bah non, vous avez déjà eu le cas du World Central Kitchen, où vous avez un convoi humanitaire qui était identifié comme un convoi humanitaire qui a été massacré par drone. Et donc le Christian Science Monitor le rappelle bien, ainsi que la BBC, qui parle bien du fait que des officiers des forces armées israéliennes ont été limogés à la suite du massacre World Central Kitchen, dans lequel vraiment des voitures avec un convoi humanitaire, on voit bien sur les photos que l'identification de l'ONG humanitaire était faite, ont été délibérément ciblées, et les témoins, parce que tout le monde n'est pas mort, donc les témoins ont bien montré qu'un drone survolait et a ciblé délibérément ce convoi.
Ici, vous avez une carte qui rapporte les faits. Donc là, c'était délibéré. Et ça, c'est un crime de guerre. Ça, c'est une violation du statut de Rome et de la Convention de Genève. Donc, à partir du moment où on a d'un côté Plus 972 Magazine, qui encore une fois est un journal de journalistes citoyens israéliens, qui sont réservistes, qui sont militaires, et qui vous dit, nous, on rapporte l'existence, une source non nommée, d'une usine à assassinat de masse d'un côté, et de l'autre, vous avez le massacre du World Central Kitchen, il est impossible de croire que le massacre de Rafah n'était pas délibéré, auquel cas c'est un crime de guerre. En France, ça a quand même, bien sûr pas dans les médias de grand chemin, mais ça a quand même amené des réactions épidermiques qui sont en effet, et c'est bien ce que prévenait Gideon Lévy, en train de transformer Israël en un État paria. Je vous laisse regarder tranquillement ces deux vidéos, notamment la deuxième où c'est le vénérable Edgar Morin qui parle. J'attends rien, qu'ils s'en aillent, qu'ils écoutent y compris les Israéliens qui manifestent par milliers toutes les semaines. Qu'ils arrêtent de mentir aux Israéliens en leur disant ce qu'on fait à Gaza, c'est pour sauver nos otages. C'est du pipeau. Et je crois qu'une grande partie de l'opinion publique israélienne, maintenant, en a conscience. Je suis à la fois ahuri et indigné par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et de voir le silence du monde, des États-Unis protecteurs d'Israël, des États arabes, des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Enfin, puisqu'on parle de guerre cognitive, il faut rappeler les choses qui sont, les plus désagréables. Parce qu'une guerre cognitive et un brouillard de guerre politique signifient que le Likoud doit surtout, avant tout, rassembler l'opinion publique israélienne derrière sa narration, derrière son point de vue. Et qu'en fait, quand vous avez de la propagande médiatique, elle est surtout en premier lieu conçue pour les Israéliens de l'étranger et pour les Israéliens qui douteraient du Likoud, qui eux, en l'occurrence on le voit avec la grande diversité d'opinions qu'il y a, donc Plus 972, Haaretz et le Jerusalem Post et le Times of Israel, enfin je vous rappelle quand même ces opinions, qui sont tout de même majeures. Le Times of Israel, pendant des années, Netanyahou a propulsé le Hamas. Tal Schneider, le 8 octobre, le lendemain des attentats du 7, encore une fois, imaginez une seule seconde dire ça sur BFM TV le 8. Haaretz, une brève histoire de l'alliance Netanyahou-Hamas, l'alliance Adam Raz, et donc le Jerusalem Post, qui lui aussi vous parle des événements dans la rue israélienne. Donc, et aussi donc en particulier la volonté de Benny Gantz de dissoudre la Knesset. Donc, d'un côté, je pense que les tentatives de propagande de la part du Likoud fonctionnent beaucoup moins bien en Israël, quand on voit comment le 972 plus 972 Magazine peut les contredire, comment Haaretz peut les contredire, comment le Jerusalem Post peut les contredire, et comment le Times of Israel peut les contredire aussi. Par contre, à l'étranger, pour les Israéliens de l'étranger, elles font mouche. Alors, on avait parlé, vous vous rappelez de l'épisode des 40 bébés, on va y revenir. En l'occurrence, une vraie histoire de bébé mort, c'est ce bébé sauvé dans le ventre de sa mère morte à Gaza, qui finalement est décédé par la suite à Gaza. Et ça, c'est rapporté par la BBC, 26 avril 2024. Les décodeurs du monde eux-mêmes ont souligné que l'histoire des 40 bébés décapités était complètement fausse. Ça nous renvoie à l'affaire Naïra, vous vous rappelez, la première guerre du Golfe, première invasion américaine de l'Irak, où Naïra
qui est en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït, vient témoigner aux États-Unis. C'est un faux nom qu'elle a vu les soldats irakiens jeter des bébés en dehors des couveuses. Et depuis, ce genre de propagande de guerre a été utilisé pour être reprise dans la presse, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas la contredire, sinon vous êtes considéré comme un monstre. Si vous osez dire « Attendez, est-ce que cette info est vérifiée ?» Immédiatement, terrorisme intellectuel, vous êtes considéré comme un monstre. Et donc, cette méthode Naïra avait aussi été utilisée dans la guerre en Syrie. On voit aujourd'hui qu'elle a été utilisée juste après les attentats du 7, puisque les décodeurs le rapportent bien. Alors c'est rapporté ça ensuite par plusieurs journaux. Comment les médias britanniques ont rapporté une fake news. Je cite cet article de Hamza Youssouf, 4 janvier 2024. The Intercept, qui a été fondé par Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, un immense journaliste d'investigation du niveau de Seymour Hersh. The Intercept, fondé par Glenn Greenwald et Laura Poitras, qui ont rapporté l'affaire Snowden, qui étaient les premiers à interviewer Edward Snowden. Là, dans The Intercept, on a Jeremy Scahill, qui, le 14 décembre 2023, nous déclare bien: Joe Biden continue à répéter la fausse information selon laquelle il a vu des photos de bébés décapités. The Intercept, Alice Sperry, le 11 octobre 2023, écrivait déjà: ce rapport des bébés décapités est diffusé en long en large, mais l'armée israélienne elle-même ne le confirme pas, parce que oui, c'est ça qui est factuel. Alors bien sûr, Al Jazeera, mais Al Jazeera ne peut pas être considéré comme pro-israélien, nous renseigne bien dans cet article sur le fait que la Maison-Blanche a rétracté les déclarations selon lesquelles Biden avait vu des bébés morts, décapités par le Hamas. Donc c'était une fake news. Et d'ailleurs, vous avez Haaretz, là aussi, très courageux de leur part, qui a pris un titre, évidemment, extrêmement précautionneux. Ils ont pris 1001 pincettes, je vous lis le titre. Le Hamas a commis des atrocités documentées, c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui la Cour pénale internationale lui reproche, mais certaines fausses histoires ont donné du grain à moudre aux négationnistes. Donc, là, Haaretz, qui se fait attaquer régulièrement, considéré comme traître en Israël, ne pouvait pas dire « oui, on fait juste un titre sur la fausse histoire des 40 bébés décapités », mais dans cet article, il déclare bien formellement et fermement que c'était une fake news. Et on est donc sur un article de Nir Hasson et Lisa Rozovsky, daté du 4 décembre 2023. Cependant que là, vous voyez un petit compendium des titres de presse, notamment dans la presse britannique, le Sun, le Daily Express, le Daily Mail, le massacre des innocents, l'horreur, etc., les 40 bébés tués par le Hamas. Ça, c'était dans metro.co.uk. C'était une fake news, mais ça a fait la une des journaux. En France, on a eu vraiment un niveau d'abject assez rare, puisqu'on a Estrosi à Nice, donc le maire de Nice, qui a déclaré « Les mamans pleurent un faux bébé en plastique à Gaza ». Alors, je pense que vous n'aviez même pas entendu parler de cet énorme dérapage. Enfin, pour Jean-Marie Le Pen, on a bien parlé de dérapage, et on avait raison, mais là, on est sur un dérapage, mais XXL. Le faux bébé en plastique à Gaza. Eh bien, il a été juste rapporté, quand j'ai voulu commencer à chercher des preuves là-dessus, il a été dit, je voyais des articles de BFM qui vous disaient « Le tribunal de Nice le parquet de Nice se dessaisit de l'affaire ». Sous-entendu, circuler, rien à voir. Ça, c'est fou comme fake news. En fait, la vraie news, c'est le parquet de Paris qui s'en saisit. Vous voyez comment vous mettez un titre qui laisse entendre que l'affaire est inexistante, puisque le parquet de Nice se dessaisit de l'affaire. Donc vous, si vous êtes un lecteur superficiel, comme beaucoup trop de gens, eh bien vous vous dites « Ah bah c'est bon, il n'y a rien ». Alors qu'en fait, non, c'est tellement grave que c'est le parquet de Paris qui s'en est saisi. Et bien évidemment, même l'AFP, qui est pourtant pas la reine du fact-checking, et bien même l'AFP nous dit qu'il n'y avait pas la moindre preuve de ce que une mère a tenu un bébé en plastique à Gaza. Donc là, on a eu du dérapage absolument hardcore, pendant qu'on avait Haaretz qui avait le courage en Israël de dire oui, c'était faux l'histoire des 40 bébés. Ils n'ont pas fait ça comme titre, évidemment. Ils ne sont pas starbés, mais ils le mettent bien dans l'article. Et là, en fait, en face, en France, on a un Estrosi qui était vraisemblablement à jeun, même si on peut se poser la question, qui vous parle de bébés en plastoc à Gaza. Alors, en conclusion, c'est vraiment une question d'action et de réaction.
il faut comprendre que le Likoud a tout fait pour empêcher la solution à deux États et qu'aujourd'hui la solution à deux États n'a jamais été aussi populaire dans le monde. Et pire que ça, elle a brisé un tabou qui est qu'aujourd'hui, elle est défendue par, en Europe, l'Espagne et l'Irlande. Ainsi donc que la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est dans le continent européen. Avant, en Europe, vous n'aviez que la Suède et... alors, ce n'est pas que la Suède. Vous aviez la Pologne, vous aviez l'Autriche, vous aviez... Non, pas l'Autriche, la République tchèque, et d'autres pays qui reconnaissaient la Palestine, ainsi que l'Islande, donc. Mais là, maintenant, vous avez l'Espagne, la Norvège et l'Irlande qui ont rejoint. Ça, c'est une défaite considérable pour le Likoud, puisque autant, je vous rappelle que Taïwan est considérée comme indépendante de facto, est un État. Vous devez même demander un visa quand, en tant que Français, vous allez à Taïwan. Mais il n'y a officiellement que 12 nations qui reconnaissent Taïwan. Eh bien, c'est plus de 10 fois plus pour la Palestine. 10 fois plus. Vous avez maintenant autour de 140 États membres des Nations Unies qui reconnaissent la Palestine. Ça, c'est une défaite majeure pour le Likoud et pour Netanyahou. Et c'est quelque chose qui est une sorte d'ironie de l'histoire, parce que aussi bien le Hamas et le Likoud sont contre la solution à deux États. Le Hamas est totalement contre la solution à deux États. C'est même ça qu'il reproche au Fatah, d'être pour la solution à deux États. Le Hamas est totalement contre la solution à deux États. Et le Likoud aussi. Et le Likoud s'était dit, bien entendu, en ayant un interlocuteur qui est comme moi, qui est contre la solution à deux États, et un interlocuteur qui est faible, soyons très clairs. Le Hamas n'est pas du tout une puissance militaire. Le Hezbollah n'est pas une vraie puissance militaire, et le Hezbollah est 10 fois plus puissant que le Hamas. Mais en se disant, j'aurai le Hamas comme interlocuteur, j'empêcherai la solution à deux États de façon certaine, absolument certaine. Et c'est le contraire qui est en train de se produire. Aujourd'hui, la solution à deux États est la politique absolue de la Chine, la politique absolue de la Russie. Et dans les BRICS, elle fait l'unanimité, puisque tous les BRICS sont pour la solution à deux États. Vous avez en fait littéralement 7 milliards d'habitants de pays qui sont pour la solution à deux États. Donc, quand on parle de communauté internationale, la communauté internationale est pour la solution à deux États. C'est une défaite politique absolue du Likoud, absolue. Et là, pour le coup, la base électorale même du Likoud devrait virer Netanyahou, en fait. Je ne comprends même pas comment il continue à lui faire confiance. Parce que Netanyahou a eu cette capacité politique de vendre le narratif « je vous protège mieux que tous les autres. Personne ne vous protège mieux que moi ». Ça, c'est la narration qui maintient Netanyahou au pouvoir de façon invariable. Personne ne vous protège mieux que moi. Ce qui est une narration fausse, puisque les attentats du 7 ont eu lieu. Donc même si on regarde en détail cette narration, du point de vue des Israéliens qui vivent en Israël, pas des citoyens israéliens de l'extérieur, elle est fausse, cette narration. Elle est même complètement fausse. Et pire que ça, protection politique contre la solution à deux États. Non, puisque la solution à deux États est à son apogée politique aujourd'hui, apogée devant les accords d'Oslo. La solution à deux États est encore plus populaire aujourd'hui, à l'échelle mondiale, que pendant les accords d'Oslo, contre lesquels, bien sûr, le Likoud a progressé, et c'est un sympathisant du Likoud qui a assassiné Yitzhak Rabin, spécifiquement parce qu'il engageait Israël vers une solution à deux États. Donc, le fait qu'aujourd'hui, après tant d'années où Netanyahou a été chef du gouvernement en Israël, la solution à deux États n'ait jamais atteint un tel niveau de popularité, est un échec absolu pour lui. Et je ne comprends même pas comment sa base électorale peut continuer à voter pour lui, ou à lui apporter son soutien, parce que là, ce n'est pas encore les votes, sauf si, bien sûr, Benny Gantz obtient la dissolution de la Knesset, mais à part parce qu'il est capable, mieux que n'importe quel autre politicien israélien, de dire « je vous protège mieux que les autres », et sous cette réserve-là, sous cette condition-là, je fais ce que je veux. Eh bien, vous voyez de plus en plus de médias israéliens qui se rendent bien compte qu'il fait ce qu'il veut et que ça menace leur sécurité à eux, leurs intérêts à eux, d'où Plus 972 magazine, d'où les sorties d'Haaretz, d'où les attaques du Jérusalem Post, d'où les attaques du Times of Israel, que la plupart des Israéliens de l'extérieur ne connaissent pas, et c'est une diversité d'opinions, ou bien qu'ils n'ont pas, dont ils ne savent pas qu'elle existe, ou bien ils savent qu'elle existe, comme Dov Alfon, mais ils se disent « je suis à l'extérieur, je dois protéger
whoever is in charge. Et même si c'est Netanyahou contre qui je voterai en Israël, eh ben, je vais quand même titrer en sa faveur. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la sociologie israélienne et qui, tant qu'il ne sera pas compris, tant qu'elle ne sera pas comprise, cette chose politique, ce fait politique, il ne pourra pas y avoir la paix dans la région et il ne pourra pas y avoir la solution à 2 États, dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est la seule possible pour la paix. La seule. On le voit absolument, puisque de toute façon, le Hamas ne peut pas être éradiqué militairement et que, bien entendu, ce n'est pas possible non plus d'exécuter les fameux concept papers qui ont été amenés par Netanyahou, à savoir de déporter 500 000 Gazaouis au Canada, 500 000 au Congo, 500 000 par-ci, 500 000 par-là. Ce n'est pas possible. Et ce sont même des fonctionnaires israéliens qui montrent en fuitant ça à Wikileaks que ce n'est pas possible d'une part et qu'ils considèrent que ça met leur nation en danger d'autre part. Ça, c'est un raisonnement que la plupart des Israéliens de l'extérieur ne peuvent pas avoir, mais que de plus en plus d'Israéliens de l'intérieur peuvent avoir. En définitive, j'ai vraiment l'impression, en termes de commentaires politiques, que la relation aujourd'hui des Israéliens de l'intérieur avec la solution à 2 États, elle relève de ce qu'on appelle le cycle de Kubler-Ross, donc le cycle du deuil, vous savez, les 5 étapes du deuil. D'abord le déni, ensuite la colère, ensuite la négociation, ensuite la dépression, et finalement l'acceptation. Et bien là, on est quelque part entre la colère et la dépression. C'est-à-dire que la solution à 2 États était en complet déni pendant les années Likoud, même en particulier sous Sharon, mais encore plus sous Netanyahou qui ferait passer Sharon pour une colombe. Et on est entré dans la colère et la négociation maintenant. Colère, négociation, c'est avec la Cour internationale de justice et avec la Cour pénale internationale. Cette doublette, Cour pénale internationale, Cour internationale de justice, la presse qui rapporte bien que Yossi Cohen est allé intimider une procureure de la Cour pénale internationale, et puis la Chine qui déclare maintenant que c'est sa politique officielle de soutenir la solution à 2 États. On est dans la négociation, dans le bargaining. On a passé l'essentiel de la colère, il me semble. Va arriver la dépression et in fine l'acceptation. La paix ne peut exister que dans la solution à 2 États. Et j'ai l'impression vraiment que c'est le bien qui pourrait sortir de tous ces massacres. Le fait que, par cette ironie de l'histoire, par cette... vous savez, il y a ces fameuses phrases religieuses dans plusieurs religions, dont l'islam. Ils complotent, mais nous complotons aussi. Et souvent, cette ironie de l'histoire est que quand vous avez une force politique qui part dans une direction, si elle n'est pas juste, elle se prend la direction opposée. Et son excès dans une direction conduit à la direction opposée. Or là, l'excès du Likoud pour essayer d'abolir la solution à 2 États, en utilisant le Hamas, et c'est pas moi qui le dis, c'est Haaretz, c'est le Jerusalem Post, c'est le Time of Israel. Mais je répète ça une énième fois, vous ne verrez pas ces déclarations dans la presse française. Eh bien, en étant excessif dans cette direction, le Likoud a été en fait le meilleur promoteur de la solution à 2 États de très loin. De très très loin. En fait, on peut même dire aujourd'hui que la solution à 2 États n'a pas de meilleur promoteur que le Likoud. Avec ces réactions qui mènent à l'inculpation par la Cour internationale de justice et à l'inculpation ad hominem par la Cour pénale internationale. On peut réellement dire, et je vais le répéter, que la solution à 2 États aujourd'hui n'a pas de meilleur allié, malgré lui, que le Likoud. Et honnêtement, je trouve cette ironie de l'histoire absolument sublime.